Bonjour à tous et à toutes. Ok. Donc, il y a beaucoup de compétences dont les enfants ont besoin pour être heureux et réussir dans la vie. Par exemple, ils doivent être bons et compatissants, ils doivent être honnêtes et fiables, garder leur curiosité, leur sens d'émerveillement. Et quelques-unes des compétences les plus importantes pour le bonheur et la réussite dans la vie incluent par exemple être capable de rester concentré, résoudre les problèmes de façon créative, raisonner, jouer avec des idées et des pensées dans l'esprit, être capable de repousser le réconfort et poursuivre les efforts, avoir le contrôle de soi pour ne pas mettre les pieds dans le plat, être capable de résister aux tentations et ne pas agir de manière impulsive, être capable de tirer profit des heureux hasards et avoir la souplesse de s'adapter aux changements de nécessité ou de priorité. Tout cela, c'est des fonctions exécutives, ce qui veut dire une famille de procédés mentaux nécessaires dès que l'on se met en mode automatique ou que compter sur notre instinct ou notre intuition ne serait pas une bonne idée. Il y a 3 fonctions exécutives principales, je vais les mentionner par ordre. Il y a le contrôle inhibiteur qui implique la résistance à une forte tentation de faire quelque chose pour faire ce qui est plus approprié ou nécessaire à sa place. Au niveau de l'attention, c'est l'attention soutenue. Alors voici un petit garçon en classe qui se concentre au travail, à l'école, quoi qu'il y a plein de distractions en salle. Un autre exemple serait de pouvoir se concentrer sur ce que dit quelqu'un avec qui vous parlez au téléphone, tandis que d'autres personnes sont en train de parler dans la pièce, même se dirigeant à vous. Être capable de se concentrer sur ce qui est important au milieu de nombreuses distractions. Maintenant, la généralisation en miroir est une propriété intrinsèque des neurones dans le flux visuel frontal qui nous permet de reconnaître un objet, qu'il soit orienté vers la droite ou vers la gauche. Maintenant, quand nous apprenons à lire, un élément de ce flux visuel frontal est utilisé pour reconnaître les lettres et les mots. Et cela est connu comme la zone de forme visuelle des mots. Cette zone découle de la propriété de généralisation en miroir. Donc, cette propriété est détrimentale pour la reconnaissance des lettres réversibles telles que le B, le D, le P, le Q. Et afin de différencier les lettres réversibles, les élèves et même les adultes, les élèves de primaire et les adultes doivent inhiber la généralisation en miroir. Mais, dû au fait que nous pouvons avoir une attention sélective, nous pouvons manquer des choses importantes car nous portions notre attention sélective sur autre chose. Par exemple, nos notions de ce qui devrait arriver nous empêchent de voir ce qui se passe vraiment. Je vais vous donner un exemple. On a demandé à des sujets de compter le nombre de photos dans un journal. Il y a des gens qui ont fini en quelques secondes, d'autres en plusieurs minutes. Et ce n'est pas parce que certains comptaient plus vite que les autres. Le secret se trouvait à la page 2, où en énorme lettres majuscules il était écrit « Arrêtez de compter, il y a 43 images dans le journal ». Mais de nombreuses personnes étaient tellement focalisées qu'elles n'ont pas remarqué ces mots qui leur donnaient la réponse. Donc, nous devons équilibrer l'attention sélective et la flexibilité mentale. Il y a plusieurs façons de bâtir notre contrôle inhibiteur. Par exemple, aider les enfants à réussir malgré leur faible contrôle inhibiteur. Les renforts permettent aux enfants de fonctionner à un niveau supérieur à celui auquel ils fonctionneraient normalement et à pratiquer des compétences qu'ils ne pourraient pas pratiquer autrement. Un exemple, un père qui sert de renfort à sa fille en l'aidant à traverser un ruisseau sur un tronc d'arbre. Et avec son père comme appui, elle peut le faire, mais sans son père, elle ne pourrait pas traverser sur le tronc. Mais ce renfort le rend possible. Donc, ce renfort nous permet de faire quelque chose et sans cette assistance, on ne pourrait pas faire quelque chose tout seul. Maintenant, les jeunes enfants ont un contrôle de l'attention très immature. Ils sont facilement distraits par de belles photos sur les murs, par exemple. Alors, les enseignants de maternelle, primaire et de première année adorent
adorent décorer les murs de leur classe avec de jolies affiches, des images. Les murs sont très beaux. Mais la recherche montre que les jeunes enfants ont plus de difficultés à se concentrer sur la leçon quand ils sont distraits par des images sur le mur. En fait, ils apprennent mieux et ils prêtent plus d'attention quand les murs sont plus nus. Ce qui ne veut pas dire que les salles doivent être moches, non, mais qu'il ne faut pas distraire les jeunes enfants. Maintenant, d'un autre côté, nous pouvons sous-estimer en quelle mesure les enfants peuvent être capables. Maintenant, vous allez voir un enfant de 3 ans qui va montrer une attention focalisée incroyable, même s'il y a beaucoup de distractions. Et il n'y a pas de mots d'audio pour cette vidéo, mais je ne pense pas que vous en ayez besoin. Bravo! Maintenant, combien d'entre vous auraient eu la patience d'attendre? On est tellement tenté de rentrer là-dedans. Il est tellement proche à terminer, tellement fréquemment. Nous savons ce qu'il essaie de faire. Nous sommes tellement tentés d'aller l'aider. Mais si on ne l'aurait pas aidé, il n'aurait pas cette fierté de l'avoir fait tout seul. Donc, nous devons nous rappeler d'être patients. Nous devons donner du temps aux enfants pour comprendre les choses par eux-mêmes et ne pas intervenir trop tôt pour les aider. Nous, les adultes, nous voulons faire le tout pour les enfants, mais moins on en fait, mieux c'est. Lorsqu'un enfant éprouve des difficultés, notre premier réflexe est de vouloir l'aider. Mais si vous résolvez le problème, vous êtes le héros le plus fort et l'enfant se sent faible et démuni. Il faut avoir foi aux capacités, à l'intellect de l'enfant. Il faut autonomiser même les plus petits, promouvoir leur autonomie, les aider à faire les choses eux-mêmes, les faire participer aux prises de décision, leur donner une voix, leur donner des responsabilités. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Coca-Cola parce que Coca-Cola l'a financée. Je pense que ça s'est passé à Atlanta, au sud-est des États-Unis quelque part. C'était une école primaire. C'était des garçons de 5e année qui lisaient très mal et avaient de très graves problèmes de comportement. Un problème très grave pour l'école. Et un administrateur est parti chez les enfants et leur a dit: j'ai une responsabilité très importante pour vous, c'est très sérieux. Je veux que vous enseigniez les enfants de 2e année parce qu'ils ont des difficultés pour lire.
ceux de 5e année ne pouvaient pas lire beaucoup mieux que ceux de 3e, mais si que ceux de 2e. Et très bientôt, tous les problèmes ont disparu. À la fin de l'année, non seulement les enfants de 2e année étaient en train de mieux lire, mais ceux de 5e année étaient en train de mieux lire. C'est important de donner aux enfants de la responsabilité et leur faire comprendre qu'on a de la confiance en eux. Un exemple de la manière dont les enfants peuvent pratiquer, donc améliorer leur contrôle inhibiteur est là. Voilà, par exemple, les enfants peuvent marcher sur une ligne par terre, comme à l'extérieur, quand il y a des lignes sur les trottoirs. Pour qu'ils marchent sur une ligne, c'est aussi difficile que pour nous de marcher sur un fil, un câble. Il faut beaucoup se concentrer à cela. Et pour le rendre encore meilleur, on le fait plus difficile. Par exemple, tous, même vous, pouvez marcher sur une ligne, tout le monde tient une cloche et l'objectif est que personne n'émette un son avec sa cloche. Il faut se concentrer et immédiatement il y a une rétroaction quand on ne le fait pas. Et il y a d'autres activités qui font la même chose. Vous avez par exemple une compétition avec une cuillère et on met de l'eau sur la cuillère ou l'œuf qui ne doit pas tomber. Et toutes ces choses, les enfants adorent les faire. Par exemple, on leur demande d'aider et ils adorent faire ces choses que les adultes font. Et tout cela exige de l'attention concentrée. Maintenant, un bel exemple de cette attention soutenue, c'est de chanter en canon. Cela vous défie à ne pas payer attention à ce que font les autres. Par exemple, un exemple d'un test qui évalue l'attention sélective, c'est la tâche de flanker. Vous vous focalisez au stimulus stable et non pas à ceux qui s'allument et s'éteignent. Ça, c'est facile, même direction. Ça, c'est facile parce qu'ils ne vont pas à la gauche ou à la droite. Ce n'est pas la direction valide dans le test. Et ça, c'est facile parce que celui du centre est tout seul. Mais là, c'est plus difficile quand les flanqueurs vont dans une direction et quand vous êtes supposé de vous concentrer à un en particulier, il est dans l'autre direction. Bon, maintenant, imaginez-vous que vous avez un bouton de réponse dans votre main gauche et droite, ok? Vous êtes prêt? Vous pointez vers la direction où le stimulus du poisson central est en train de se diriger. Vous comprenez? Ok, cela vous donne l'idée de ce qui se passe. Dans notre labo, nous le faisons plus difficile. Alors, dans le prochain bloc, maintenant, il faut que vous vous concentriez aux flankers et non pas au central, ce qui introduit un changement et le contrôle inhibitoire, davantage de contrôle inhibitoire, parce que maintenant, vous devez changer à ce que vous vous concentrez. Concentrez-vous aux flankers et non pas à la partie centrale, ok? Maintenant, vous avez l'occasion de le vivre et payer attention aux poissons extérieurs, ok? Ok. Et finalement, nous les mélangeons. Alors, quand les stimuli sont bleus, vous vous concentrez au centre et quand les stimuli sont roses, vous vous concentrez à l'extérieur, ok? Ça, c'est beaucoup plus exigeant, n'est-ce pas? Alors, le rose à l'extérieur, le bleu à l'intérieur. Allons-y. Oui, tout le monde fait des erreurs. Je me rappelle même pas duquel on est en train de parler. Ok, bravo. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que dans le bloc mixte, la différence en rendement entre les tests incompatibles et les faciles sont beaucoup plus grands que la tâche flanqueur commune. C'est 10 fois plus grand, vous le remarquerez. Et ce n'est pas parce que le bloc mixte est arrivé plus tard, parce que là, vous voyez qu'on donne le bloc 1 et le bloc 2 plus tard. Et encore, il y a une différence très petite dans le rendement entre l'incompatible et les compatibles. Il y a un effet flanqueur plus grand quand on mélange de différents stimuli ensemble. L'effet est aussi beaucoup plus robuste, étant donné
entraîner des variations dans la présentation des stimuli. Donc, l'effet flanker a déjà été étudié dans beaucoup de labos au monde. C'est très, très reproductible, mais c'est très petit et c'est très sensible aux paramètres de stimuli. Donc, si les stimuli sont trop grands ou s'ils sont trop éloignés les uns des autres, ça s'en va. Là, vous voyez avec les petits stimuli, vous avez vu la petite taille que je vous ai montrée auparavant. Mais si vous le faites dans le bloc mixte, là, ce n'est pas important. Il n'y a pas de différence signifiante entre l'un et l'autre. C'est n'importe les traits des stimuli. Donc, l'effet flanker est beaucoup plus robuste dans le bloc mixte et c'est ce que l'article original qu'il a rapporté a dit. Vous voyez aussi une progression beaucoup plus importante. Alors, de l'âge de 8 à 18, de 6 à 18, pardon, vous voyez que ça s'arrête à 7 ou 8 ans. Et c'est plus sensible à des effets de traitement et probablement plus sensible à des différences de groupe clinique. Alors, il y a des années, on a vu un programme qui s'appelle Tools of the Mind pour la maternelle et le jardin d'enfants et on a fait la tâche flanker et ce qu'on a fait ici c'est qu'il fallait se concentrer au stimulus au centre quand c'était rose et quand c'était bleu à l'extérieur, mais n'importe, c'est un test flanker et ce qu'on a découvert c'est que dans l'inverse, on a une grande différence entre Tools of the Mind et les enfants de l'autre programme d'études, celui que le district a développé. Les enfants de Tools of the Mind étaient corrects 85% et les autres c'était au hasard. Quand vous regardez les blocs flanker, la tâche flanker classique, la différence était signifiante mais petite. Vous ne pouvez pas le voir avec seulement vos yeux. Il fallait le côté statistique. Mais l'inverse était évident pour tout le monde. Ce n'était pas nécessaire d'avoir des statistiques et ça, on l'a rapporté dans Science. Maintenant, le contrôle inhibitoire au niveau du comportement, c'est la maîtrise de soi qui implique résister des tentations, ne pas agir de façon impulsive, réfléchir avant d'agir. Et si vous êtes un petit enfant, une partie énorme de votre vie quotidienne implique des exigences au contrôle inhibitoire. Lève la main, ne prends pas le jouet d'un autre enfant, ne mange pas de sucreries avant le souper, ne fais pas pipi dans tes pantalons. Il y a toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Toutes ces exigences. Et même pour nous, à n'importe quel âge, si quelqu'un vous fait du mal à vos émotions, ce qui est naturel, c'est de faire du mal de retour. Mais vous utilisez votre maîtrise de vous-même pour ne pas faire un bon chat, bon rat. Vous ne faites pas la première chose qui vous vient à la tête. Un exemple que je donne, on visite un ami très cher que vous n'avez pas vu pendant des années. Première réaction quand vous allez voir votre ancien ami, c'est de lui dire « Ah mon Dieu, t'es devenu tellement gros, t'as gagné tellement de poids. » Mais vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Maintenant, faut résister à l'envie d'agir à chaud. Peut-être vous recevez un courriel vous écrivez un courriel avec plein de colère, mais vous ne l'envoyez pas immédiatement. Ou vous résistez, tirer des conclusions hâtives sur ce qui signifie quelque chose ou de pourquoi un événement s'est produit. Parce que parfois, on obtiendra davantage d'informations, on aura plus de connaissances. Résister aux nombreuses tentations d'abandonner, de ne pas terminer ce qu'on a commencé, poursuivre les efforts malgré l'ennui, l'échec initial, les contretemps, toutes les autres choses amusantes que vous pourriez être en train de faire. Maintenant, la maîtrise de soi nous empêche de mettre les pieds dans le plat ou de faire un faux pas social. Pensez à tous les problèmes que vous auriez si vous disiez à votre patron ce que vous pensez de lui ou d'elle. Si vous preniez ce que vous voulez sans demander, sans payer, ou si vous faisiez d'autres choses socialement inappropriées ou blessantes. Si nous voulons changer, si nous voulons suivre la bonne voie, il faut une maîtrise de soi. Et sans contrôle inhibitoire, nous serions à la merci de nos impulsions, de nos vieux schémas de pensée ou d'action et des stimuli de l'environnement qui nous influencent dans un sens et dans l'autre. Maintenant, l'inhibition nous offre une mesure de contrôle de notre attention et de nos actions. Et ça nous permet de changer et de choisir comment nous réagissons et non pas d'être des créatures qui suivent leurs habitudes. Et c'est possible de le faire. Maintenant, un exemple de tâche
qui évalue l'inhibition des réactions, ça c'est pour les bébés. C'est un test que j'appelle l'exercice de récupération d'objets. Là, vous avez un enfant de 6 mois. Elle voit la sucette dans la boîte n'a rien en dessous, et pour qu'elle obtienne la sucette, elle doit atteindre le front, mais elle ne voit pas la sucette à travers le front, elle le voit du haut. Alors, le seul endroit qu'elle essaie d'atteindre, c'est le haut, et ce n'est pas qu'elle abandonne immédiatement, elle essaie, mais la seule stratégie à l'âge de 6 mois, c'est d'atteindre là où on voit les choses. L'enfant ne peut pas l'inhiber. Il essaie d'atteindre là où il voit, et il a un échec quand il regarde le haut, et c'est le front qui est ouvert. Maintenant, elle abandonne la tâche, et vous remarquez où est la boîte par rapport à la table, et où se trouve la sucette dans la boîte, parce que ça va changer maintenant. Donc, j'ai bougé la boîte vers l'arrière, la sucette vers le front. Maintenant, elle voit la sucette du front, et maintenant, elle l'obtient. Pourquoi? Parce qu'elle atteint là où elle regardait, n'est-ce pas? Mais si vous revenez à la condition originale, elle n'a pas appris. Ils ne peuvent pas inhibiter là où ils regardent. C'est tout ce que peut faire un enfant de 6 mois. Il ne peut pas exercer l'inhibition pour réussir à cette tâche quand ça implique d'atteindre d'un côté et de regarder de l'autre. Et ça, c'est pour que vous puissiez le voir plus tard, ça vous dit ce que je vous viens de dire. Maintenant, là, vous pouvez le voir, l'âge de 7 mois et demi, 8 mois, les jeunes bébés, ils ne l'obtiennent que quand ils regardent de côté, le côté qui est ouvert. S'ils regardent à travers d'un côté fermé, ils ne réussissent pas. Même s'ils travaillent aux choses et ils ne regardent plus, ils échouent quand même. Mais à l'âge de 11 mois, maintenant, ils peuvent regarder l'ouverture, s'asseoir et l'atteindre, pas de problème. Il regarde par le haut, mais il atteint du côté. Et à 12 mois, il n'a même plus besoin de se pencher et de regarder l'ouverture. Il peut toucher les deux côtés et le côté qui est ouvert. Il met la main dedans, il atteint la sucette. C'est plus facile. Donc à 12 mois, ça leur prend typiquement moins de 5 secondes de réussir. Mais si vous regardez les bébés plus jeunes, ils ne réussissent pas même à 30 secondes. Vous pouvez aussi voir qu'à n'importe quel âge, c'est plus facile quand une boîte est opaque. Ils sont plus rapides avec une boîte opaque qu'avec une boîte transparente. Pourquoi? Parce que quand la boîte est opaque, ils ne doivent pas inhiber. Ils vont atteindre le côté parce qu'ils ne voient pas le côté qui est fermé. Même s'ils ont moins d'informations quand c'est opaque, ils ont plus d'informations visuelles quand c'est transparent. Quand c'est opaque, ils vont mieux parce qu'ils ne doivent pas inhiber cette information qui les trompe en regardant d'un côté transparent. Et ça, c'est la progression développementale. Le long de la locution, je vais parler des différentes phases. Maintenant, les histogrammes plus opaques, c'est les enfants qu'on a regardés de façon longitudinale, et le plus clair, c'est les bébés qu'on a testés une seule fois. Les bébés, vous voyez, qui sont nouveaux au test, font un peu pire que ceux qui ont plus d'expérience toutes les 2 semaines à partir de 6 mois. Mais la même progression développementale est là. Que vous soyez en train de tester des bébés naïfs au test ou des bébés qui l'ont fait de façon répétée. Maintenant, le fait que le cortex préfrontal n'est pas entièrement fonctionnel à un jeune âge, cela ne signifie pas qu'il ne fonctionne pas du tout et qu'on ne puisse pas l'améliorer avec la pratique. Et l'analogie que je donne, c'est avec les jambes d'un enfant de 2 ans. Les jambes d'un enfant de 2 ans sont immatures, mais avec ses jambes, un enfant de 2 ans peut marcher, il peut même courir. Ce qui veut dire que même avec un cortex préfrontal qui n'est pas mûr, il y a une certaine fonction exécutive. Dans une certaine mesure, mais avec la pratique et l'entraînement, on peut mieux le faire. Ok, voici un test de contrôle inhibitoire pour des enfants qui sont un peu plus âgés, de 3, de 4 ans. Quel est plus grand? Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Parce que l'objet, l'animal, qui est objectivement plus grand, apparaît de taille plus grande ici, tout comme la maman qui est plus grande que le bébé. Ça, c'est facile. Ok. Après cela, vous avez
les objets qui sont opposés à la réalité, leur taille. Et il faut dire dans la réalité quel est plus grand, non pas celui qui a une image plus grande. Alors vous regardez cela et vous devez vous dire éléphant, vous comprenez? Vous regardez ça et vous devez dire maman. Vous regardez ça et vous devez dire arbre. Et là, vous les mélangez. Là, c'est facile, là, c'est difficile, là, c'est facile, là, c'est difficile encore une fois. Maintenant, l'inhibition est beaucoup plus difficile pour les jeunes enfants que ce que l'on imagine. Et pour vous le montrer, je vais vous faire un autre test qui s'appelle les cœurs et les fleurs. Quand vous voyez un cœur, vous cliquez du même côté. Quand vous voyez une fleur, vous cliquez du côté inverse. Là, vous voyez un enfant de 4 ans qui le fait. Et avant de le faire, on donne aux enfants une pratique avec les boutons. Et cela vous donne une autre mesure. Ça vous donne le temps de réaction au choix. Alors, vous les permettez de pratiquer après cela avec les cœurs et les fleurs. Bon, les cœurs maintenant. Imaginez-vous que vous avez un bouton de réaction pour chaque main. C'est important que vous essayiez pour que vous compreniez ce qu'est le bloc mixte. Autrement, vous n'allez pas comprendre. Alors, vous allez cliquer du même côté que le cœur, ok? Fantastique. Ok. Maintenant, vous allez avoir le bloc incompatible. Vous cliquez l'opposé quand c'est une fleur. Bravo. Maintenant, vous allez avoir le mélange, mais les règles sont la même chose. Cœur, même côté. Fleur, côté inverse. Ce n'est pas que les enfants oublient les règles. Plus que vous ne les ayez oubliées vous si vous faites une erreur dans le mixte. Vous connaissez les règles, mais vos mains ne fonctionnent pas suffisamment rapidement. Et si je vous donnais en fait beaucoup d'essais pour les cœurs et les fleurs, vous seriez aussi rapide et aussi précis dans le bloc de fleurs seulement et cœur seulement. Ça, c'est facile pour nous. Mais le bloc mixte, c'est plus difficile. Nous, les adultes, sommes plus lents et faisons plus d'erreurs. Une ou deux erreurs dans le bloc mixte en général. Même chose pour les enfants. Le mixte est beaucoup plus difficile que le bloc des cœurs ou le bloc des fleurs. Là, on va parler de flexibilité cognitive. Il s'agit de faire des changements, des échanges, c'est plus difficile. Là, au lieu de cœurs et de fleurs, on a des disques gris et des disques avec des raies. Et là, on a le cortex préfrontal qui est impliqué même chez les jeunes enfants. Il y a une activation, mais pourquoi l'ai-je inclus ici quand je parle du contrôle de soi-même? C'est parce que on a des choses qui sont absentes chez les adultes. On est aussi rapide et précis avec les cœurs et les fleurs. Mais ce n'est pas vrai pour les enfants. Bien évidemment, chaque âge qu'on étude de 4 à 13 ans, les enfants font plus d'erreurs et ils sont plus lents dans le bloc des fleurs que dans le bloc des cœurs. Maintenant, quelle est la différence entre le bloc des fleurs et le bloc des cœurs? Il y en a qu'un règlement pour chacun. Une règle, on appuie sur le même côté, l'autre, on appuie l'inverse. Donc, la différence n'est que sur l'exigence inhibitoire. Avec le cœur, on fait ce qui vient de façon naturelle, le même côté. Avec les fleurs, il faut inhiber et pousser l'opposé. Donc là, vous voyez l'exigence inhibitoire qui existe chez les enfants est absente chez les adultes. Et là, je viens de vous le dire, donc vous pouvez le regarder seul plus tard. Et n'importe si le bloc des fleurs ou des cœurs arrive d'abord, vous voyez la même chose. Mais même les très jeunes enfants ont une excellente mémoire. Avez-vous jamais joué le jeu de concentration avec l'enfant de 5 ans? Il va vous gagner. Très bonne mémoire. Donc, on fait une condition, les stimuli sont au centre. Il n'y a aucune main qui est activée de façon préférentielle. Il faut apprendre à appuyer sur la droite pour l'un, à la gauche pour l'autre. On les pratique et après la pratique, on en a 4 de plus. Et maintenant, on a 6 règlements stupides, arbitraires. Pour une forme, vous cliquez à la droite, pour l'autre à la gauche, c'est complètement arbitraire. Ce que vous trouvez, c'est que chez les enfants de 4 à 9 ans,
La différence dans le rendement concernant les cœurs versus les fleurs est plus grande que la différence dans le rendement pour 2 règlements versus 6 règlements. Donc, l'exigence inhibitoire a un rôle plus important. Ça a un effet plus grand dans le rendement que la différence dans l'exigence à la mémoire. Et l'opposé pour les adultes. Nous sommes beaucoup pires à essayer de nous rappeler de 6 règlements versus 2, mais nous sommes pas pires à faire les fleurs que les cœurs. Voilà ce que je vous ai déjà dit. Maintenant, nous les adultes peut-être n'apprécions pas que l'inhibition est énormément difficile pour les enfants parce que c'est beaucoup plus facile pour nous. Maintenant, les jeunes enfants sont souvent capables de répondre correctement si on peut les amener à repousser leur réponse de quelques instants seulement avant de réagir. Alors, nous avons développé un autre test comme le Stroop qui s'appelle l'exercice jour-nuit. Vous voyez une carte blanche avec le soleil, vous dites nuit. Quand vous voyez une carte noire avec la lune, vous dites jour. On pratique avec les enfants, ils commencent à le faire correctement, mais fréquemment, ils ne continuent pas à le faire de façon correcte pendant les 16 essais. Mais j'ai remarqué que chaque fois qu'ils prenaient leur temps, ils allaient mieux. Donc, j'ai dit, bon, pas de problème, tout le monde peut réussir. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'ils prennent leur temps. Mais les enfants de 3 ou 4 ans, ça n'a rien à faire avec eux. Ils peuvent attendre, ça ne va pas aider. Maintenant, comment avons-nous développé les choses? On a chancé une chansonnette après qu'ils voient la carte. Maintenant, vous penseriez que bredouiller pourrait interférer avec eux, mais non. Si on ne bredouille pas, ils vont pire que si on bredouille et on fait une chansonnette. Si vous regardez la carte, on chante et après ils réagissent, ça va mieux. Je vais vous montrer ce qui se passe. Vous pouvez vous imaginer que les gens dans mon labo ont de la honte à le faire. Ils ne veulent pas que les gens les voient. Donc, je voulais pas causer de la honte à mes collègues. Donc, c'est moi qui l'ai fait et vous me verrez moi malheureusement. Un enfant obtient une condition ou une autre, mais pour le filmer, on voyait que l'enfant faisait des choses. Vous voyez que l'enfant se rappelle des règlements. Il n'oublie jamais ce qu'il est supposé de faire, mais il est tellement impulsif que fréquemment, il dit la chose incorrecte, mais il s'auto-corrige immédiatement. Donc, il vous montre qu'il sait. Et il est tellement impulsif que parfois, il répond même avant de voir la carte. Là, quand tu vois la carte blanche avec le soleil, tu dis nuit. Peux-tu dire nuit? Nuit. Bravo. Et là, quand tu vois la carte noire avec la lune, tu dis jour. Jour, oui. Alors, que dis-tu quand tu vois ça? Nuit. Oui. Et que dis-tu quand tu vois ça? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Bravo. On va essayer encore une fois. Mais cette fois, je vais faire une chansonnette après te montrer la carte. Et je ne veux pas que tu répondes jusqu'à ce que je termine de chanter. Ça va? OK? Peut-on essayer? OK. Alors. Pense à la réponse, ne me dis pas. Jour. Pense à la réponse, ne me dis pas. Maintenant, que dis-tu? Nuit. Pense à la réponse, ne me dis pas. Nuit. Pense à la réponse, ne me dis pas. Maintenant. Jour. Pense à la réponse, ne me dis pas maintenant. Jour. Retarder la réponse des jeunes enfants renforce leur contrôle inhibiteur émergent, car une fois qu'ils peuvent répondre, moins d'inhibition, celle qu'on devait faire immédiatement, est nécessaire,
car leur premier réflexe a maintenant eu le temps de s'atténuer. Donc, vous aidez leur capacité de contrôle inhibitoire en donnant du temps à la réaction impulsive de se réduire. Maintenant, le programme PATH, qui est un programme précoce socio-émotionnel pour des enfants en école primaire, prend avantage de cela. Alors, ils disent, chaque fois qu'on est contrarié, faut pas battre l'autre enfant. Non, il faut faire la tortue. Et faire la tortue implique de se calmer en vous embrassant, en rentrant dans votre carapace. Vous descendez la tête, vous respirez profondément. C'est brillant ça, parce que ça ne dit pas si tu es contrarié au lieu de battre l'enfant, attends. Parce qu'attends, ça ne donne rien de bon. Ça donne quelque chose d'autre à l'enfant à faire au lieu de battre l'enfant. Et ce qui se passe alors, c'est que l'autre chose qu'on donne à l'enfant à faire, c'est des choses qui le calment normalement, comme s'embrasser soi-même ou respirer profondément. Donc, je voulais vous le souligner. Maintenant, beaucoup détestent, on voit des enfants de 3 à 5 ans qui améliorent leur contrôle inhibitoire. Et il y a toute une série de tâches où vous voyez que les choses changent entre l'âge de 3 et l'âge de 5 ans. Par exemple, il y a des tâches apparence-réalité. Alors, vous demandez à l'enfant, c'est quoi ça? Et l'enfant dit roche, c'est la question correcte, le caillou. Et vous montrez que vous pouvez le presser. Et vous montrez donc que c'est en fait une éponge et pas un caillou. Alors maintenant, l'enfant doit garder en tête deux concepts contradictoires. Ce à quoi ressemble un objet et ce que réellement est l'objet. Mais c'est très difficile pour l'enfant de le faire. Les deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Ils ne peuvent pas inhiber l'un pour pouvoir dire l'autre. Nous, les adultes, réussissons dans ces exercices, mais il demeure l'ambiguïté et la difficulté à voir les deux côtés de la question ou les deux perspectives d'un même objet demeurent inconfortables. Même les adultes ont de la difficulté à accepter que de bonnes personnes ou nations agissent parfois mal ou que les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous peuvent avoir raison. Et on le voit surtout dans les États-Unis maintenant, hein. Il y a un type de test de fausse croyance qui s'appelle la théorie de l'esprit. Alors, on met la marionnette dans un conteneur et la marionnette s'en va. Et quand la marionnette n'est plus là, on bouge la récompense à un autre conteneur. Et après, on demande à l'enfant où où est-ce que la marionnette va regarder? Là où on l'a mis ou là où c'est vraiment? Et encore une fois, il faut le contrôle inhibitoire parce que l'enfant veut montrer qu'il ou elle est très intelligent. Il a tout suivi et il sait exactement où c'est. Et vous voulez que l'enfant donne la réponse inadéquate. Vous voulez qu'il dise où c'était auparavant parce que c'est ce qu'il est supposé de dire. Et les enfants ont de grandes difficultés à inhiber la réponse correcte pour dire la réponse incorrecte. Les adultes aussi ont tendance à attribuer ce qu'ils savent à des personnes moins informées. Nous avons de la difficulté à inhiber ou ignorer ce que nous savons ou faire des évaluations de ce que ferait quelqu'un qui ne le sait pas. Et voilà des études qui le montrent. Ça s'appelle la malédiction de la connaissance. Et il y a d'autres sortes de tests de croyances fausses qui ne sont pas des expériences de la théorie de l'esprit. Il faut garder en tête une vraie et une fausse croyance. Et par exemple, vous montrez à un enfant la boîte de Skittles et vous demandez « Que penses-tu qu'il y a dans la boîte ?» Ils sont pas stupides. Ils disent Skittles, c'est la réponse correcte, c'est clair. Mais là, vous leur montrez que dans cette boîte, il y a en fait des pastels. Et alors, vous demandez à l'enfant, que pensais-tu qu'il y avait dans la boîte avant que je ne te la montre? Et directement, ils disent des pastels, c'est clair. Tout le monde aurait dit des pastels, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas tenir en tête les deux choses à la même fois. Ils veulent donner la réponse correcte. Maintenant, nous, les adultes, n'affirmons pas qu'il y ait des pastels dans la boîte auparavant, mais ce que nous faisons, c'est que nous disons que c'est plus probable que ce résultat soit là.
Alors, si je vous demande quelle est la possibilité qu'il y ait des pastels dans la boîte, vous dites 5%. Après, je vous montre qu'il y a des pastels dans la boîte de Skittles. Une semaine plus tard, je reviens et je vous dis, vous vous rappelez quand vous étiez au labo et je vous ai demandé de me dire quelle est la probabilité qu'il y ait des pastels dans la boîte à Skittles? Alors qu'auriez-vous dit? Et vous dites 15%. Vous augmentez la probabilité parce que vous êtes affecté par ce que vous avez vu plus tard. Et cela s'appelle « je le savais » ou « biais a posteriori ». Et il y a beaucoup d'exemples dans l'article. Maintenant, le contrôle inhibitoire est la fonction exécutive la plus prédictive des issues à long terme. Les enfants avec un meilleur contrôle inhibitoire, c'est-à-dire des enfants qui sont plus persistants, moins impulsifs et ont un meilleur contrôle de l'attention quand ils étaient plus petits, plus tard en tant qu'adolescents, ils ont moins de risques de prendre des décisions risquées, avoir des grossesses accidentales ou abandonner leurs études. Et comme adultes, 30 ans plus tard, ils sont en meilleure santé, ils ont des revenus supérieurs, de meilleurs postes, moins de problèmes avec la loi, une meilleure qualité de vie, sont plus heureux que ceux qui avaient un moins bon contrôle inhibiteur dans la petite enfance. Cela se fonde sur une étude faite à 1000 enfants qui sont nés dans la même ville, la même année, suivis pendant 32 ans avec un taux de rétention de 96%. Une étude de 500 paires de jumeaux a dévoilé que celui ayant le moins bon contrôle inhibitoire à l'âge de 5 ans avait plus de risques que son frère ou sa sœur de fumer, d'obtenir de mauvais résultats scolaires ou de s'impliquer à un comportement antisocial, même si les jumeaux ont été élevés dans la même maison. Bon, s'il n'est pas encore 3 heures, j'ai le temps de répondre à quelques questions maintenant. Bon, ok alors. Alors, si on revient au programme que vous avez mentionné, Tools of the Mind et le programme PATHS. Comment ont-ils été développés? Est-ce qu'ils sont encore disponibles? Oui, Tools of the Mind et PATHS sont encore disponibles. PATHS a été développé par une femme dont le nom de famille est Domevich et Mark Greenberg. Et c'est amplement utilisé dans beaucoup de pays. Ça a été développé dans les États-Unis, mais c'est utilisé dans beaucoup de pays du monde et vous pouvez le chercher sur Google. Tools of the Mind est utilisé dans à peu près 35 États dans les États-Unis. Washington DC l'utilise dans toutes les écoles. Et ce n'est que pour le préscolaire et la maternelle. Ça ne va pas au-delà de cela. Ça a été développé par Debbie Leong et Elena Bodrova. Les deux sont américaines. Elena est de la Russie et ça se base sur Vygotsky et Loria. Les deux programmes sont encore disponibles. PATHS a déjà été plus codifié, c'est plus facile de l'obtenir d'un manuel, tandis que Tools exige une formation par les développeurs ou leur personnel pour pouvoir faire les outils. Il y a plusieurs écoles à Vancouver qui ont utilisé Tools et on a dû commenter que les enfants de Vancouver vont beaucoup mieux avec Tools qu'avec le programme d'études standard de Vancouver. Ils ont de meilleures fonctions exécutives, il y a moins d'intimidation, il y a moins de clics, il y a moins d'épuisement professionnel des enseignants. Donc, les avantages sont très amples dans les écoles de Vancouver et Surrey qui ont utilisé Tools. Quelles sont les différences? Tools of the Mind est tout un programme d'études. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire initialement a été d'incruster Tools of the Mind dans le programme d'études existant. Donc, à partir de 11 heures du matin, on fait Tools of the Mind. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les enfants amélioraient dans ce qu'ils pratiquaient dans Tools, mais ça ne se généralisait pas. Il n'y avait pas des avantages partout. Quand on veut les avantages généralisés, les fonctions exécutives doivent être une partie de ce que les enfants font toute la journée. Une partie de la lecture, des mathématiques, de tout. Alors, Tools, maintenant, est un programme d'études inclusif.
PATS est quelque chose que l'on ajoute. Ce n'est pas un programme d'études inclusive et ça ne se concentre que sur les compétences socio-émotionnelles et la maîtrise de soi. Mais ils encouragent les enseignants à incorporer ce qu'ils ont appris au passé dans le programme d'études en général. Mais cela est à la discrétion de l'enseignant. Tools est quelque chose qu'on ajoute, disons. C'est un peu plus facile. Ça exige moins de formation de faire PATS. Mais Tools semble avoir plus d'avantages plus amples. Mais c'est encore pour la petite enfance, tandis que PATS va jusqu'à l'âge de 4e année scolaire, sinon plus âgé que cela. Ça vient d'en ligne. Y a-t-il d'autres programmes pour des enfants plus âgés à l'école pour pratiquer le contrôle inhibitoire? Il y a beaucoup de programmes d'études qui disent qu'ils avantagent la fonction exécutive. Il n'y a pas beaucoup de preuves. PATS et Tools ont des preuves. Ils améliorent les fonctions exécutives. Il y a des preuves par où Montessori améliore les fonctions exécutives et ça va de la petite enfance même jusqu'à la 12e année scolaire. Mais en dehors de Montessori, il y a le programme Readiness de l'école de Chicago, mais c'est pour les jeunes enfants. Pour Head Start. La plupart des programmes sont pour de jeunes enfants et qui ont des preuves. Mind Up. C'est de la fondation Goldie Hawn. Beaucoup d'enseignants en Colombie-Britannique l'utilisent. Les enseignants l'aiment beaucoup. Kim Schonert-Reichel a fait une étude avec moi où on a trouvé de meilleures fonctions exécutives. On a trouvé moins d'intimidation, moins de groupes de clics, meilleures mathématiques, moins d'absence à l'école avec Mind Up. Et cette étude a été faite avec des enfants de 4e année. Je ne m'y connais pas à des études pour l'école secondaire outre Montessori. Et après, même quand vous allez vers l'avant, les gens sont toujours intéressés à ce que les parents peuvent faire à la maison pour faciliter le contrôle inhibitoire et les fonctions inhibitoires. Pardon, les fonctions exécutives. Et on demande sur les programmes d'études en secondaire. Oui. Alors, les gens connaissent peut-être l'étude à long terme de James Heckman que les gens faisaient mieux 30 ans plus tard. Il n'y avait pas de mesures académiques. C'était tout après que les gens sont partis de l'école et étaient des adultes. Donc, on croit vraiment que à l'école secondaire, ça serait avantageux, mais il n'y a pas de preuve. High Scope de Reggio Emilia avait l'air d'être avantageux, mais il n'y a pas suffisamment d'études. Du point de vue ce que les parents peuvent faire, la façon d'améliorer les fonctions exécutives, c'est de pratiquer de façon continue. Un homme qui s'appelle Eriksen a passé toute sa carrière à voir ce qu'on pouvait faire et la réponse était toujours la même, des 10 000 heures de pratique toujours. Alors, si on veut améliorer, il faut toujours pratiquer et il ne s'agit pas seulement de pratiquer, mais de vous pousser constamment à vous améliorer. Donc, si vous continuez à pratiquer ce qui est facile, vous n'améliorez pas, vous vous poussez constamment. Donc, si vous courez toujours un quart de mille, vous n'allez pas vous améliorer toujours. Mais si vous commencez avec un quart de mille, vous poussez à une demi-mille à une mille, là, vous vous améliorerez. Même chose pour la fonction exécutive. Il faut continuer à pratiquer, mais continuer à vous pousser vous-même. Donc, quoi que ce soit que les parents font à la maison, qui exige le contrôle inhibitoire, où l'enfant continue à pratiquer et où l'enfant continue à se voir défier. Donc, ça pourrait être des activités, comme je l'ai mentionné, marcher sur une ligne par terre, ou marcher sur une bûche dans la forêt, ou marcher avec quelque chose sur la tête, ou avec une cloche dans la main. Donc, il y a beaucoup d'activités qui exigent de façon intrinsèque le contrôle inhibitoire que les enfants aiment faire, par exemple les arts martiaux. Alors, si l'enfant aime le faire, alors l'enfant va passer beaucoup de temps à le faire et peut-être sera motivé à continuer à se pousser lui-même à améliorer. Donc, n'importe quelle activité qui exige le contrôle inhibitoire, que l'enfant veut bien passer à cela du temps à le faire, ça va probablement s'améliorer, ok? Ok, très bien alors. Bon, alors,
prochaine fonction exécutive centrale, c'est la mémoire de travail. Donc, garder en tête de l'information avec laquelle on va travailler ou jouer, ce qui est essentiel pour tout ce qui se développe avec le temps, parce que cela toujours exige tenir en tête ce qu'il y avait auparavant et le passer à ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est évident, par exemple, pour le verbal, vous devez vous rappeler de ce que j'ai dit auparavant et le lier avec ce que je dis maintenant. Mais c'est la vérité aussi pour la lecture. On ne peut pas tenir en tête tous les mots dans le livre ou la page. Il faut tenir en tête ce qu'on a lu auparavant et le lier avec ce qu'on est en train de lire maintenant. C'est essentiel pour les mathématiques mentales, pour comprendre la cause et l'effet. Disons que vous faites quelque chose, vous obtenez une réaction de quelqu'un. Si vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez fait, vous ne comprenez pas la réaction. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi réagis-tu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas à être blâmé, non. Alors, il faut l'avoir pour beaucoup de choses. Maintenant, le raisonnement, la résolution de problèmes, il faut tenir des faits dans la tête et les lier les uns aux autres, voir comment ils sont liés, peut-être les séparer, voir comment on peut les lier de façon différente. Maintenant, la mémoire de travail et le contrôle inhibitoire prédisent de façon indépendante à la fois les compétences mathématiques et de lecture du début de la scolarisation jusqu'à l'université, souvent mieux que le QI. Par exemple, et un exemple de renforcement des enfants ayant une mémoire de travail fragile, c'est un exemple de Tools of the Mind. Ils vont demander à tous les enfants de 4 ou 5 ans de prendre un livre avec des images, de se jumeler avec un autre enfant et de faire des tours et raconter des histoires qui vont avec les images dans le livre. Tous les enfants sont très émus, ils veulent tous raconter des histoires. Personne ne veut écouter. Et ça ne vaut pas la peine de dire « attends » ou « tu ne parle pas maintenant ». Non, ils n'écoutent pas. Alors, ce que les enseignants font à Toul, c'est qu'ils donnent à un enfant de chaque père et on leur dit, les oreilles ne parlent pas, les oreilles écoutent. Et cela, on les rappelle et ils peuvent écouter. Sans cela, ils ne pourraient pas le faire. Et après quelques mois, ils n'en ont plus besoin parce qu'ils l'ont internalisé. Donc, de petites aides visuelles renforcent la mémoire de travail quand c'est un problème. Par exemple, récemment, on a trouvé que beaucoup d'exemples d'incontinence chez les personnes âgées, ce n'est pas à cause d'un problème biologique, mais plutôt parce que les résidents ont oublié où se trouvent les toilettes et ils ont de la honte de demander. Donc, si vous mettez tout simplement quelque chose visuel qui les rappelle où aller aux toilettes, vous vous débarrassez de la plupart des exemples d'incontinence dans les installations pour les personnes âgées. La fonction exécutive doit être défiée pour voir des améliorations. Maintenant, raconter des histoires, c'est un excellent moyen de mettre au défi et d'améliorer la mémoire de travailler et soutenir l'attention. Raconter et écouter. Moi, j'adore les histoires, je peux vous le dire. Maintenant, raconter des histoires nécessite votre attention pendant des périodes prolongées, une attention soutenue, concentrée. Et votre mémoire de travail doit garder en tête tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les différentes idées des personnages, les détails de l'histoire, et tout sans aide visuelle, sans image sur la page. Il faut tout le tenir en tête. Maintenant, un chercheur, de façon aléatoire, a assigné des enfants de maternelle et de première année à raconter des histoires où les enseignants voyaient les images mais ne les montraient pas. Donc, l'enseignante était en train de raconter l'histoire ou la lecture d'histoire. Après lire la page, elle tournait la page pour que les enfants voient l'image. Et ce que la recherche a montré, c'est que le vocabulaire et la mémoire se sont plus améliorés chez les enfants qui devaient raconter les histoires que chez eux, ceux qui devaient les lire. Maintenant, plus il y a d'interaction et de conversation entre celui qui lit ou raconte l'histoire et les enfants, le plus les enfants sont engagés activement et plus leur vocabulaire s'améliore. Maintenant, les questions intercalées au cours de l'histoire aident le plus, mais le simple fait de commenter pendant le partage d'une histoire permet de faire plus que simplement transmettre l'histoire. La conversation qui a lieu dans le contexte de la lecture semble être plus bénéfique que la lecture ou raconter en soi.
Et il y a une étude qui a été publiée à Psychological Science en février qui a montré que la conversation est ce qui propulse le développement de l'aire de Broca qui est importante pour le langage. Donc, ce qu'ils ont analysé, c'est la quantité de mots, etc. Ils ont vu toutes sortes de variables et encore plus important que la quantité de conversation, c'est le nombre le nombre de mots, c'est le fait de prendre des tours entre les adultes et les enfants. Le plus il y avait une prise de tour, le plus se développait plutôt l'aire de Broca. Le plus on voyait de développement dans l'aire de Broca. Et je pense que cela ajoute aux résultats avantageux qui viennent de parentage réactif. Écouter, réagir à l'enfant. Ce n'est pas seulement de parler à l'enfant, mais de réagir à ce que l'enfant vous dit. Maintenant, peut-être une explication possible des résultats de cette étude que lorsque vous lisez ou avec un enfant, vous regardez la page, cela pourrait avoir à faire avec le fait que vous regardez la page au moins une partie du temps et cela brise l'interaction. Mais si vous êtes en train de raconter seulement l'histoire, alors là, vous maintenez le contact visuel et vous invitez l'enfant à être une partie de l'interaction. Vous l'invitez à vous parler à vous et avoir une interaction avec vous par opposition à être un écouteur passif. J'encourage la lecture d'histoires, je l'encourage vraiment, mais je prédis que raconter des histoires améliorera plus l'attention et la mémoire de travail car elle les stimule plus. Vous pensez peut-être que les enfants ont besoin de compétences de littératie fondamentale pour être prêts à aller à l'école, mais ce n'est pas le cas. Ils ont besoin de compétences linguistiques fondamentales pour être prêts à aller à l'école. Le langage oral est la base de la littératie précoce. Les jeunes enfants ont besoin d'être exposés à beaucoup de langage oral riche. Le vocabulaire évalué à l'âge de 3 ans est un très bon indicateur de compréhension écrite à l'âge de 9 ou 10 ans. Le long de l'évolution, nos cerveaux se sont adaptés au langage acquis. On est biologiquement prédisposé à acquérir du langage oral, mais on n'est pas prédisposé à la lecture ou à l'écriture. C'est trop nouveau. C'est des acquisitions culturelles. Et il y a des enfants, puisque ce n'est pas incrusté au niveau biologique, ils ne sont pas encore prêts à apprendre à lire à l'âge de 4, 5 ou même 6 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être de bons lecteurs plus tard. Ça dit tout simplement qu'ils ne sont pas encore prêts à lire de façon précoce. Et nous ne voulons pas que les enfants pensent qu'ils sont des échecs, qu'ils pensent « Oh mon Dieu, je peux pas lire, j'ai 5 ans, quelle horreur, je vais jamais pouvoir lire ces trucs à l'école. » Non, nous voulons qu'ils adorent l'apprentissage, qu'ils aiment l'école, qu'ils sentent qu'ils peuvent apprendre. Et c'est plus important que les enfants ne pensent pas qu'ils sont bêtes et ne peuvent pas apprendre ou qu'ils finissent par détester l'école que de leur apprendre à lire à un jeune âge. En Finlande, on enseigne à lire qu'à l'âge de 7 ans. Ils n'apprennent pas à lire jusqu'à l'âge de 7 ans. Quand ils sont en 4e année, les enfants en Finlande ont de meilleurs scores de tests normatifs que n'importe où dans le monde. Donc, il n'y a pas de preuve que si on commence à lire plus tard, ça fait du mal. Et un enfant qui commence à marcher à l'âge de 15 mois, à l'âge de 3, il va marcher tout aussi bien qu'un enfant qui a commencé à marcher à l'âge de 9 mois, n'est-ce pas? C'est comme commencer à parler. Il y a des enfants qui commencent à parler plus tôt, mais plus tard, on ne sait pas qui a commencé plus tôt et qui a commencé plus tard. Même chose que la lecture. Mais si on fait que l'enfant se sente terrible parce qu'on insiste, alors là, ça va pas aller. Maintenant, la façon dans laquelle nous nous sentons avec nous-mêmes a un effet énorme sur notre rendement. Donc, si on fait qu'un petit enfant commence à s'attendre qu'il ne va pas bien aller à l'école, cela aura un effet énorme sur comment il va à l'école en fait. Il y a plein d'exemples là-dessus. Mais il y a un très bon exemple qui vient de la psychologie sociale. Ça s'appelle la menace de stéréotypes. Il y a beaucoup de stéréotypes dans notre culture. Un stéréotype, c'est qu'en général, les hommes sont meilleurs en mathématiques que les femmes. Et des chercheurs sont partis à l'université, ont donné un test normatif de mathématiques. Pas de surprise, les hommes ont mieux fait que les femmes en tant que groupe. Après, ils ont donné exactement le même test
à un groupe exactement comparable d'étudiants d'université. La seule chose qu'ils ont changé, c'est qu'avant de donner le test, ils ont dit « Ce test particulier a été conçu pour être sans distinction de genre. Dans ce test en particulier, les femmes obtiennent d'aussi bons résultats que les hommes. » Qu'ont-ils trouvé? Que les femmes ont obtenu d'aussi bons résultats que les hommes. C'était le même test. La seule différence était que les femmes s'attendaient à mieux faire. Donc, nous voulons que les enfants continuent à s'attendre de pouvoir réussir. Les enfants doivent croire à eux-mêmes. Il faut éviter que les enfants aient des expériences d'échec. Il faut éviter d'exiger qu'un enfant de 4, 5 ou 6 ans soit capable de lire. Si l'enfant peut lire à l'âge de 4 ans, ça va, mais il ne faut pas l'exiger à ceux qui ne peuvent pas le faire. Moi, je peux prévoir que les enfants encouragés à lire à la maternelle ont obtenu de meilleurs résultats de lecture que ceux exposés seulement au langage oral qui n'ont pas reçu la même instruction en lecture. Mais je vous prédis que d'ici à la fin de la 2e année, ce sont les enfants exposés au langage oral qui liront le mieux. Maintenant, un jeu amusant pour exercer la mémoire de travail, c'est qu'on a des cartes, on utilise l'ordinateur, ce n'est pas important. On a une carte avec une forme géométrique, un cercle, et on choisit un mouvement qu'il faut faire. Disons, on lève les mains. Pour une autre forme géométrique, on a un mouvement différent. Par exemple, avoir les bras avec les paumes vers le haut. Troisième image, on fait autre chose. On pratique pour un cercle ceci, pour un carré ceci, pour un triangle cela, et après cela, on donne une série de ces choses et on monte la carte. Maintenant, il faut qu'ils se rappellent ce qu'ils sont supposés de faire pour chacune des cartes. Et là, on peut ajouter le contrôle inhibitoire et les exigences de flexibilité cognitive en changeant les choses. Par exemple, pour le carré, on met les mains face à soi, n'importe quoi. Là, il faut inhiber les choses antérieures et apprendre les nouvelles. Un exemple de comment renforcer les enfants ayant une mémoire de travail fragile, je viens de vous le donner, donc cela se répète. Un exemple d'une tâche qui évalue la mémoire de travail pour des bébés, c'est le test de Piaget, l'exercice A, pas B. Alors, vous tenez quelque chose que le bébé, dans ce cas un singe, le veut beaucoup, dans 2 endroits de cachette. Et le bébé vous voit le cacher. Vous vous assurez qu'il voit où c'est caché, parce qu'autrement, ce n'est pas juste. Et là, il y a un délai très bref. Les 2 endroits sont couverts avec des couvertures identiques. Vous vous assurez que l'enfant ou le singe ne continue pas à regarder dans le même endroit. Et après 2 ou 5 secondes, ils ont le droit d'atteindre. Et à l'âge de 7 mois, 7 mois et demi, les bébés peuvent le faire avec un délai bref d'1 ou 2 secondes. Les mamans sont tellement émues. Elles disent, j'ai un génie, je vais raconter les grands-parents, c'est fantastique. Et après un couple de fois qu'on le répète, on fait la même chose, mais maintenant, on change où on cache le jouet. Là, on va le cacher dans l'autre espace. Même chose, on les couvre de façon simultanée, vous vous assurez qu'ils voient où vous l'avez caché, même couverture, même longueur de délai, même truc. Et maintenant, l'enfant atteint le premier endroit. La mère est tellement contrariée. J'avais un génie auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et il faut comprendre que c'est tout à fait normal, que c'est l'erreur A, non pas B. Et ce qu'on voit avec l'âge, c'est qu'à mesure que les enfants vieillissent, on a besoin de plus en plus de délai avant de voir l'erreur A et non pas B. À l'âge de 8 mois, vous voyez 3 secondes, mais à 9 et demi, il y a plus de 50 de secondes qu'on a besoin pour voir le délai. Donc, les enfants font des délais plus longs à mesure qu'ils deviennent plus âgés. La mémoire s'améliore. Je vous ai montré avec la récupération de l'objet. Il y a plusieurs composantes. Et là, vous allez voir avec A et non pas B qu'il y a aussi d'autres composantes. Donc, la mémoire est un aspect énorme, mais il y a aussi le contrôle inhibitoire. Alors, ça, c'est l'essai B. D'abord, il a vu qu'on l'a caché ici. Maintenant, il voit qu'on le cache ici. Et il y a un délai bref. Et maintenant, le parent va libérer la main de l'enfant. C'est le début du moment de l'atteinte. Et regardez les yeux du bébé. Regardez les mains du bébé pendant les prochaines diapos. OK.
si vous voyez où il regarde, vous dites, ben, il est correct. Mais le bébé ne peut pas inhiber le désir d'atteindre. Donc, il faut la mémoire et l'inhibition, pas seulement la mémoire. Maintenant, une tâche de récupération d'objets que je vous ai montré exige aussi, vous pouvez voir qu'il y a une composante de mémoire. Là, il y a un bébé de 9 mois. Elle est en train de se pencher pour regarder au front. Mais maintenant, elle peut s'asseoir. Elle regarde le haut qui est fermé. Elle atteint par l'ouverture. La mémoire d'avoir regardé l'ouverture est suffisante. Et elle réussit. Si elle ne regarde pas l'ouverture, elle ne réussit pas. Mais si elle regarde l'ouverture mais ne continue pas à le faire, elle aussi réussit tout aussi que si elle regarde par l'ouverture. Alors, si elle ne regarde que par le haut, elle ne réussit pas si le front est ouvert. Mais si elle regarde au front, mais maintenant elle s'assoit et elle regarde par le haut, elle peut réussir parce qu'elle a la mémoire. Elle se rappelle de regarder où elle va devoir atteindre. Et bien évidemment, si elle regarde par le front, elle réussit toujours. Maintenant, la mémoire de travail et la simple rétention d'informations, donc la mémoire à court terme, sont des choses différentes. Donc, le test de mémoire de chiffres vers l'avant évalue la mémoire à court terme. Alors, après avoir vu tous les chiffres, répétez-moi tous les chiffres dans l'ordre dans lequel vous les avez vus. Je vais vous montrer quelques chiffres. Après les avoir tous vus, vous me les dites tous dans l'ordre dans lequel vous les avez vus. OK. Pouvez-vous les répéter dans l'ordre dans lequel ils sont apparus? Excellent. Bravo. Bravo alors. Maintenant, on va faire le test de mémoire des chiffres à l'envers. Là, on a besoin de mémoire de travail. Dites-les à l'envers. L'ordre inverse de celui dans lequel ils sont apparus. Pas 2, 6. Si vous avez vu 2, 6, vous dites 6, 2. OK. Pouvez-vous les répéter dans l'ordre inverse? Excellent. Bravo. Excellent. OK alors. Maintenant, encore plus difficile. Il va falloir que vous remettiez les chiffres dans l'ordre numérique, du plus petit au plus grand. Donc, si je vous montre 6, 2, 9, vous allez dire 2, 6, 9, OK? Pas à l'inverse, pas vers l'avant, mais dans l'ordre numérique. OK, allez-y. OK. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Mais c'est incroyable alors. C'est super, OK? Même si vous avez fait une erreur, ça ne m'intéresse pas. OK. Les enfants très jeunes, c'est difficile pour les chiffres, donc il faut utiliser des images. Par exemple, je vais vous montrer quelques images. Et vous me les dites par ordre de taille. Vous me les racontez, OK? OK, vous pouvez les dire par ordre du plus petit au plus grand? Ah, ben c'est pas mal. Là, il y a une liste plus longue. C'est défiant, là. Voyons si vous pouvez le faire. OK, est-ce que quelqu'un peut le faire? Presque. Ouais, le cheval, oui. OK, vous avez compris alors, n'est-ce pas? Bon, là, il y a une épreuve spatiale qui évalue la mémoire de travail aussi. Vous allez voir quelques cellules ombrées. Et après, il vous faut dire où étaient ces cellules grisées avant que vous ne voyiez la diagonale. Voici l'aspect des choses. Rappelez-vous où sont ces deux-là. Et là, il y a le masque et après, vous pointez là où ces cellules masquées étaient. Encore une fois, rappelez-vous de ces quatre. Vous vous rappelez, vous voyez le masque et après, vous pointez vers où étaient les quatre. Tant que le stimulus du masque est utilisé, Randy Angle et Michael Kane diraient que c'est difficile pour la mémoire de travail parce que vous devez tenir une représentation en tête face à l'interférence, au masque. Mais beaucoup de tests de mémoire de travail n'incluent pas de masque.
Et s'il n'y a pas de blocs comme pour les blocs Corsi, alors quand on regarde les chiffres vers l'avant, ce n'est que spatial. OK. Si ce n'est pas encore 3h25, j'ai du temps à répondre à quelques-unes de vos questions. Vous disiez alors que si les enfants commencent à lire plus tard, alors cela n'indique pas qu'est-ce qui va se passer du côté de leur rendement plus tard. Mais est-ce que la lecture précoce indique quelque chose du tout? Pas forcément, non. C'est comme la marche précoce. Vous pourriez être doué physiquement, mais probablement ce n'est qu'une différence développementale normale. Si vous ne lisez pas quand vous avez 7 ans, alors là, si vous n'arrivez pas à apprendre à lire à l'âge de 7 ans, là, il faudrait partir chez un spécialiste de lecture. Il ne faut pas attendre de trop, mais c'est tout à fait normal qu'un enfant de 5 ou 6 ans ne puisse pas lire. Il n'y a rien de mal avec l'enfant. Et ça ne veut rien dire s'il lise à l'âge de 33 ans. Il pourrait être des génies, mais c'est tout aussi possible qu'il ne soit pas des génies. Bon, merci, c'est correct. Alors, cela nous fait penser à des enfants avec des problèmes sensoriels ou dans le spectre de l'autisme. Alors, comment est-ce qu'ils font ces tâches? Au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres programmes ou stratégies pour aider ces enfants à être moins impulsifs et à gérer des comportements qui pourraient être explosifs quand il s'agit de ne pas pouvoir faire des tâches? Bon, l'autisme est quelque chose au-delà de ma spécialité. Les enfants atteints d'autisme sont très bons à s'hyper-concentrer. Donc, ils peuvent être très bons à l'attention sélective. En fait, il y a des études par où s'il faut trouver Waldo, disons, dans une exposition visuelle, les gens atteints d'autisme font mieux que les gens qui ne sont pas atteints d'autisme parce qu'ils sont très bons à trouver les éléments individuels. Ils sont moins bons à Gestalt. Il faut les guider là. J'essaie de penser à des choses comme des crises impulsives. C'est un peu moins probable quand il y a moins de pression à atteindre et bien faire. Un enfant comprend que c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, même vous et moi, même Einstein a fait des erreurs. Et après, il y a moins de possibilités d'être tellement contrarié. Et aussi, beaucoup de fois, quand les enfants ont des enjeux de régulation d'eux-mêmes, les autres enfants en classe peuvent être des alliés. Ils peuvent aider l'enfant à s'autoréguler. Ils peuvent assurer l'enfant. Ça va, moi j'ai fait une erreur là-dessus aussi. Tu te rappelles, on est supposé de faire ceci, de ne pas faire cela. Alors, fréquemment, les autres enfants en classe, plutôt que de rire de l'enfant et le faire se sentir mal, ils peuvent être des alliés à s'aider les uns les autres à s'auto-réguler. Encore une fois, c'est au-delà de ce que je fais, donc je n'ai pas la meilleure réponse à cela et je vous demande pardon. OK, quand on revient à ce que vous avez dit par rapport à raconter une histoire par opposition à lire une histoire, il y a l'utilisation de la technologie. Il y a des parents qui se basent à des dispositifs comme des tablettes ou la télévision pour leurs jeunes enfants, et ça va. Mais du point de vue de ce que vous disiez, par rapport à l'interaction de service et retour, pouvons-nous optimiser cette situation ou est-ce qu'il y a des preuves ou de l'information là-dessus? Ça serait très utile. Nous avons évolué comme créatures sociales. Nous sommes fondamentalement sociaux. Et dans l'étendue où la technologie minimise l'expérience des enfants avec cela, ce n'est pas bon. Mais la technologie comme quelque chose d'adjoint peut être quelque chose de bon. Et il y a des choses en technologie qui peuvent être plus avantageuses que d'autres. Et même si on croit que c'est avantageux, il faut reconnaître les problèmes. La rue Sésame est supposée d'être didactique.
mais ça présuppose qu'on ne peut pas prêter attention plus de 10 secondes, donc ça attire votre attention constamment. Donc, vous n'apprenez pas à pouvoir soutenir la concentration avec Rue Sésame. Vous n'êtes pas défié à avoir un meilleur contrôle attentionnel. Pat Cool, son labo a fait une étude il y a des années où ils ont regardé de jeunes enfants qui apprenaient une deuxième langue. Je pense que c'était des enfants de 2 ou 3 ans. Dans l'une des conditions, ils ont fait que l'orateur adulte parle avec l'enfant par terre. Dans une autre condition, ils montraient une vidéo d'un adulte qui faisait exactement la même chose. Troisième condition, ils ont joué des livres audio. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les jeunes enfants pouvaient acquérir la deuxième langue d'une meilleure façon dans l'interaction réelle, même si dans la vidéo, ils voyaient la même chose. Donc, même si on pourrait penser que tout simplement en regardant quelque chose en ligne ou sur la tablette serait équivalent à voir la même chose dans le monde réel, au moins cette étude suggère que ce n'est pas la même chose, au moins pour les jeunes enfants. Il y avait autre chose que j'allais vous dire déjà. Oui, alors, il n'y a pas d'étude qui analyse l'écoute de livres audio. Et donc, je ne sais pas, ou les cassettes audio. Je ne sais pas si c'est aussi avantageux que l'interaction humaine. Mais récemment, nous avons passé en revue toutes les études concernant l'amélioration de la fonction exécutive. Et la formation cognitive informatisée comme CogMed améliore ce à quoi on vous traîne, mais ça n'améliore pas d'autres choses. Et les avantages ne durent pas plus de 6 mois à 1 an. Mais il y a quelques études qui n'ont pas utilisé la technologie. Au lieu de cela, ils utilisent l'interaction humaine. La personne tient des cartes vers le haut ou vous joue des cassettes audio et vous parle. Et cela montre des avantages meilleurs. Il y a moins d'études faites là-dessus. Donc, je ne sais pas si cela va pouvoir être prouvé, mais ça suggère qu'il y a quelque chose par rapport à l'interaction sociale. En fait, une étude des Pays-Bas a trouvé que les avantages de CogMed ne semblent pas venir des jeux informatisés desquels les gens sont tellement fiers, mais plutôt le côté que les gens donnent. Si on a une licence pour faire CogMed, il faut être aîné pour faire le mentorat des enfants qui le font. Et c'est la composante du mentorat qui semble donner les avantages et non pas le programme informatisé selon cette étude. Je devrais aussi vous mentionner que quoi qu'il y a beaucoup de trucs dans les médias par rapport aux avantages des exercices aérobiques pour les fonctions exécutives, c'est très bon pour d'autres choses, mais ça n'améliore pas votre fonction exécutive ni votre mémoire. Les gens ont alors essayé d'incorporer des capacités motrices, des mouvements coordonnés, des activités de sport comme faire le dribbling dans le basketball avec le côté aérobique et les faire plus exigeants du côté cognitif pour voir si cela améliorait la fonction exécutive et ces résultats ne sont pas meilleurs. Moi, je pense que peut-être dû au fait que même les capacités motrices, on est en train de les faire dans quelque chose de décontextualisé et abstrait. On n'est pas en train de jouer le basketball, on fait le dribbling du basketball tout simplement pour faire l'exercice. Je pense que les avantages viendraient plutôt si on jouait le jeu de basketball ou on jouait le jeu de tennis. Il y a une étude, et cela vient du Japon, qui a analysé des enfants qui apprenaient le tennis comme moi. D'abord, on pratique le coup droit, après le revers. Donc, on pratique des compétences individuelles décontextualisées. Et l'autre étude faisait que les enfants, dès le début, jouent du tennis en apprenant à faire le tennis, en jouant du tennis. Et ils ont trouvé que les enfants apprenaient davantage s'ils jouaient du tennis dès le début et leur fonction exécutive était meilleure. Donc, ce n'est qu'une étude et elle n'est pas parfaite, mais elle suggère, oui, que nous tendons à apprendre quelque chose quand on en a besoin pour une activité de la vie réelle et on se voit moins avantagé si c'est décontextualisé, abstrait et n'a pas une relation avec quelque chose que nous voulons faire. Donc, il faut pouvoir apprendre à faire le dribbling pour avoir des scores dans le jeu. On ne veut pas tout
tout simplement faire le dribbling pour tout simplement le faire. Mais ça, c'est des temps précoces avec ces études, donc nous ne savons pas si les résultats vont pouvoir être répétés. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Ok, alors. Oui. Si on revient au sujet de la littératie, avoir la capacité de lire de façon précoce, j'ai raté. Est-ce que vous avez fait une liste de références de la recherche de ce qui le montre? Je n'ai pas fait une liste de références, non. Il faut que je vous les envoie parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Mais le cas de la Finlande est un très bon exemple. Ils n'apprennent à lire que quand ils ont 7 ans et ils sont meilleurs à la lecture, les mathématiques, les sciences que les enfants du monde entier. Bien évidemment, ce n'est pas parfait parce qu'il y a une population plus homogène en Finlande, etc. Mais au moins, cela suggère que ce n'est pas en train d'empêcher leur développement. Oui. Je suis très contente que vous l'ayez dit, parce que moi, je suis une orthophoniste et nous avons des normes pour la production de la parole. Et j'ai toujours cette perspective et je sens que parfois, il y a des enfants qui ne sont pas prêts. Il y en a qui le sont, il y en a qui se développent au début de la gamme, il y en a qui se développent plus tard et je sentais toujours que cela a beaucoup à voir avec la littératie, la production de la parole. Il y a des enfants qui font des rimes très tôt et parfois quand on essaie de travailler aux choses trop tôt, ça ne va pas aller. Donc, malgré ne pas avoir eu beaucoup d'expérience en littératie, ça a beaucoup de sens avec ce que nous faisons. Je vous remercie pour votre commentaire. Bon, je vais continuer alors. Troisième fonction exécutive centrale, c'est la flexibilité cognitive. Pouvoir voir les choses de différentes perspectives, penser à quelque chose d'une manière totalement nouvelle, s'adapter facilement aux changements ou aux situations inattendues. Alors, par exemple, en quoi une carotte est-elle similaire à un concombre? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Ok, c'est tubulaire. Ok. Vous ne pouvez pas utiliser la même réponse pour autre question. En quoi une carotte est-elle similaire à une orange? Bravo, excellent. En quoi une carotte est-elle similaire à une pomme de terre? Ah oui, ça grandit par terre. En quoi une carotte est-elle similaire à une pomme? Ah oui, c'est croquant. Oui, alors ça vous donne une idée quand vous pensez à une carotte de différentes façons, ok? Maintenant, la flexibilité cognitive implique également d'avoir la flexibilité de tirer profit d'une possibilité inattendue. Peut-être vous aviez des plans de faire quelque chose, mais maintenant une occasion est venue de faire quelque chose d'autre. Alors, serez-vous rigide avec les plans antérieurs ou restez-vous ouvert à prendre avantage de cette nouvelle occasion? La capacité d'atteindre ses objectifs en dépit des obstacles inattendus qui semblent faire barrage. Peut-être le chemin que vous vouliez prendre à Sick Kids était fermé aujourd'hui, alors comment trouver un chemin différent pour arriver à votre objectif? Peut-être vous n'avez plus d'argent pour atteindre quelque chose, alors comment essayer de le faire malgré cela, même si c'est plus cher que vous ne pensiez? Ou bien même admettre que vous aviez tort quand vous obtenez davantage de renseignements. Einstein dit, si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Pouvez-vous, en faisant preuve d'imagination, voir la même chose de différentes perspectives? Par exemple, quelle utilisation originale, folle pouvez-vous imaginer pour une table? Vous pouvez écrire dessus, manger dessus, mais quelle chose folle pouvez-vous faire avec une table, n'est-ce pas? Par exemple, je sais pas, l'utiliser comme un radeau. Vous pouvez vous cacher en dessous de la table. Vous pouvez tourner la table à l'envers quand quelqu'un vous jette des choses dessus. Vous pouvez peut-être jouer au fer à cheval. Vous pouvez l'utiliser comme un instrument de percussion ou le découper pour faire du bois. Il s'agit de penser de façon créative. Comment nous arrêter de nous contrarier quand un enfant se comporte mal? Ce qui vous contrarie généralement, c'est l'intention que l'on imagine derrière l'action. Mais on peut utiliser la flexibilité mentale pour recadrer la situation. Peut-être l'enfant
l'enfant est en train de se comporter de manière terrible parce qu'il a été terriblement blessé et il va vous repousser avant que vous n'ayez vous l'occasion de le repousser. Ou peut-être il va vous tester pour voir si vous êtes quelqu'un avec qui il peut se sentir en sécurité. Si on voit que le mauvais comportement provient d'une souffrance, on peut réagir entièrement différemment. On pensait auparavant que le cortex préfrontal était silencieux pendant la petite enfance, mais nous avons découvert que les bébés peuvent résoudre des problèmes et raisonner avant même de pouvoir parler. Et M. Kovacs, dans l'étude concernant c'était des enfants roumains dont les parents étaient tous bilingues. Il y avait des parents qui ont décidé de toujours parler une seule langue à la maison et d'autres parents ont décidé qu'un parent parlerait toujours une langue et l'autre parent parlerait l'autre langue. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à l'âge de 7 mois, les enfants montraient une meilleure capacité de changer, d'inhiber les façons de faire les choses s'ils avaient été exposés à 2 langues quand ils grandissent. Donc, les enfants bilingues, même à l'âge de 7 mois, ont une flexibilité cognitive meilleure, un meilleur contrôle inhibitoire. Ok, un exemple d'un exercice qui évalue la flexibilité mentale. Je vais retourner au test de récupération de l'objet. Là, on a un bébé de 8 mois, elle a un problème, elle voit la sucette du haut de la boîte, mais c'est le front qui est ouvert et elle a besoin d'être capable de regarder l'ouverture pour réussir. À 8 mois, elle va atteindre là où elle regarde. Donc, elle doit pouvoir regarder l'ouverture pour réussir. Alors, comment va-t-elle réussir? Bon, elle crée une résolution de problème créatif. Elle pousse le front de la boîte vers le haut. La chose s'ouvre, elle peut atteindre le jouet. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, cela est une résolution de problème créative. Flexibilité cognitive. Si j'ai un problème, je dois voir comment atteindre. Comment puis-je transformer les choses afin de réussir? Donc, elle fait quelque chose afin de créer la résolution de problème. Mais le seul problème, c'est qu'elle n'a pas encore la coordination bimanuelle pour continuer à tenir la tête avec une seule main quand elle veut atteindre avec l'autre main. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la boîte tombe et maintenant, elle voit le tout par le haut de la boîte encore une fois et malheureusement, elle est bloquée. Elle sort sa main de la boîte et elle essaie d'atteindre du haut. Donc, elle n'a pas encore de contrôle inhibitoire merveilleux, mais on voit le début de la résolution de problèmes. À l'âge de 9 mois, on résout les problèmes de façon plus réussie. Là, il faut qu'ils se penchent pour regarder dans la boîte et continuer à regarder dedans. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent la main contralatérale. On appelle ça l'atteinte maladroite parce que ça a l'air très maladroit. S'il essayait avec l'autre main, il ne pourrait pas réussir. Donc, encore une fois, c'est une solution de problème créative. Ce n'est pas une préférence de main. Elle se penche pour regarder et elle réussit à obtenir le jouet. Encore une fois, elle ne peut pas l'obtenir si elle n'a pas regardé et elle ne le fait qu'une moitié des fois. Mais si elle peut rester là et continuer à regarder de côté, presque toujours elle réussira. Et cela dit ce que je viens de vous dire tout simplement. Donc, changer des façons de penser les choses exige que vous activiez le nouvel état et désactiviez l'ancien. Donc, il y a la mémoire de travail et le contrôle inhibitoire. Il y a beaucoup de tests de classement de cartes, il y en a pour des adultes, et cela a été développé par Phil Zelazo qui était à l'Université de Toronto. C'est une version simple d'un test de classement de cartes. Quand vous classez par couleur, la bonne réponse est l'étoile bleue. Mais par forme, il faut changer maintenant. Et le même camion bleu va avec le camion rouge. Les enfants de 3 ans peuvent classer les cartes parfaitement, soit par couleur, soit par forme. Pas de problème. Le problème arrive quand ils doivent changer. Les enfants de 3 ans peuvent rarement le changer. Donc, je vais vous voir quel en est l'aspect quand on passe de couleur à forme et de forme à couleur. Parce que ce n'est pas qu'ils préfèrent classifier d'une façon ou d'une autre. N'importe comment vous commencez, c'est comme ça qu'ils veulent continuer à le faire. Première vidéo, vous verrez une petite fille très verbale qui vous dit ce qu'elle est en train de penser à mesure qu'elle le fait. Maintenant, le camion.
Où est-ce qu'on met le camion? Vas-y. Bon, les camions ici et les étoiles ici. Alors, l'étoile, où va-t-elle? Excellent. Maintenant, les rouges vont aller ici et les bleus ici. On va changer le jeu. Alors, ce bleu-là, il va aller où? Il faut se rappeler que c'est un jeu de couleurs. Alors, le bleu ici et le rouge ici. Celui-là est bleu, alors il va où alors? Où penses-tu que ça va? Où penses-tu qu'on doit le mettre? Que penses-tu? Bon, ben alors, prends-le et mets-le là. Bravo! Et où vont les rouges? Les bleus là et les rouges là, bravo. Celui-là est rouge, alors il va où alors? Vas-y. Mais celui-là a une étoile là. Alors il faut le mettre là. Ben, fais ce que tu penses. Bon, ben mets-le là alors, ok. Rappelle-toi, les bleus ici et les rouges là. Ça c'est un bleu, alors tu le mets où? Ben, c'est un camion. Alors où penses-tu que tu le mets? Il faut le mettre là. Bon, ben vas-y alors. Alors, où vont les rouges? Et où est-ce qu'on met les bleus? Excellent. Sympa, super. Ça, c'est bleu. Alors, tu le mets où alors? Fais ce que tu penses, vas-y. C'est un camion. Alors, on le met ici. On le met avec le camion. Ok. Et la prochaine vidéo, on commence avec la couleur. Le bleu là, le rouge là. Alors, s'il est rouge, celui-là, tu le mets où? Et où vont les bleus? Super. Où vont les rouges? T'as compris, bravo. Alors, celui-là, il est bleu, tu le mets où? Les rouges ici et les bleus ici. Celui-là est rouge. Où vas-tu le mettre? Où est-ce qu'on met les bleus? Et où est-ce qu'on met les rouges? Celui-là, il est bleu. Tu vas le mettre où alors? Ok. Maintenant, on ne va plus jouer ce jeu. Là, on va mettre cette forme ici et l'étoile ici. Et alors, ça, on va le mettre où? Les camions ici et les étoiles là. Ça, c'est un camion. Alors, où vas-tu le mettre? Où mettons-nous les camions et où mettons-nous les étoiles? Parfait. Ça, c'est une étoile. Tu vas la mettre où? Ok. Comme vous l'avez vu, l'enfant a clairement en tête comment jouer le jeu avant que la carte stimulus apparaît. On sait quelle dimension, il sait comment classifier, c'était tout clair. Et alors, il y a cette carte stimulus stupide qui apparaît, qui a à voir non pas avec la dimension actuelle, mais avec l'antérieure. Et ça le tire à penser selon la première dimension. Et cela, on l'appelle l'inertie attentionnelle. Une fois qu'ils se sont concentrés à une dimension, leur attention est bloquée. Ils doivent se désengager ou inhiber leur façon antérieure de penser ou stimuler. Il ne suffit pas de savoir quelque chose et de s'en rappeler. Il faut pouvoir intégrer cette connaissance dans son comportement. Les gens supposent que si les enfants savaient ce qu'ils doivent faire, ils le feraient. Et s'ils ne l'ont pas fait, ce qui se sont
c'est qu'ils se sont intentionnellement mal comportés. Mais entre savoir et mettre en pratique, une autre étape longtemps ignorée est souvent nécessaire. Lorsqu'il existe une réponse contradictoire importante, elle doit être inhibée. Les jeunes enfants peuvent ne pas en être capables. Un enfant peut savoir ce qu'il doit faire et vouloir le faire, mais n'est pas quand même capable d'agir en conséquence. Dans les cartes que vous avez vues, chaque dimension est intrinsèque à l'objet du stimulus. Par exemple, le camion n'est pas seulement un camion, mais il est rouge. Il a donc deux caractéristiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si la couleur était une propriété de l'arrière-plan? Le camion est toujours un camion. La couleur et la forme sont en arrière-plan, mais ne sont pas une caractéristique du camion. Alors, on a essayé de faire ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'environ 2 fois plus d'enfants ont réussi si on séparait les dimensions que si on ne le faisait pas, parce qu'ils ne doivent pas penser à comment penser au camion ou à l'étoile. Et ils ont réussi 6 mois plus tôt. Donc, vous voyez, les enfants de 2 ans et demi ne réussissent pas de toute façon, mais ça fait une grande différence pour ceux qui ont 3 ans et demi et 4 ans. En même temps, quand nous l'avons fait, un groupe en Autriche l'a fait d'une façon différente. Maintenant, ce n'est pas l'arrière-plan, mais c'est la sphère sur la carte qui porte la couleur. Et là, ils ont séparé davantage. Donc, le stimulus n'a pas de chevauchement avec la couleur. Et on trouve que leurs résultats sont les gris et les nôtres sont le bleu. Ils ont trouvé la même chose que nous, mais ils le trouvent un tout petit peu plus extrême. Ça aide même encore plus quand les choses sont séparées sur la carte. Mais la différence est mineure entre leur recherche et la nôtre. Il y a une troisième tâche qu'on peut essayer de faire, le test d'inversion. On enlève la couleur tout à fait. Dans le test original, les étoiles avec les étoiles, les camions avec les camions, et après on joue à l'inverse. Mais ce qu'on trouve, c'est que les enfants peuvent faire des inversions déjà à l'an de 2 et demi, à 2 ans et demi, mais s'ils ne doivent pas changer les dimensions. Maintenant, s'ils doivent changer les dimensions aussi, c'est séparé sur la carte, ils peuvent le faire à l'âge de 3 ans et demi. S'il y a des cartes de base où la couleur est une caractéristique et la forme, c'est-à-dire la même chose est rouge et un camion, ils réussissent à 4 ans et demi. Mais ceux qui ont des blocs uniques, on a un bloc de couleur et après de forme. Si on a quelque chose de mixte ou de façon aléatoire, on doit changer entre couleur et forme, les enfants ne peuvent pas le faire de façon confiable jusqu'à l'âge de 7 ans et demi. Les gens ont développé des variations, on le fait plus facilement et on le fait un peu plus tôt, mais quand c'est régulièrement un bloc mixte, les enfants ne peuvent le faire qu'à l'âge de 7 ans et demi ou 8 ans. Ça vient beaucoup plus tard. Maintenant, pour pratiquer toutes les 3 fonctions exécutives essentielles chez les jeunes enfants, une très bonne façon, c'est faire des jeux de rôle en groupe. Et Vygotsky l'a suggéré il y a quelques années. Disons qu'on fait les policiers et les voleurs. Vous devez choisir votre rôle et celui de vos amis, parce que si vous êtes un voleur, vous n'allez pas raconter aux policiers. C'est terrible. Il faut se rappeler qui est qui. Il faut inhiber des choses qui ne sont pas une partie de votre caractère. Donc, si vous faites un scénario de famille, vous êtes le bébé et vous ne pouvez pas tout simplement vous lever subitement et conduire une voiture. Et vos amis pourraient prendre le scénario d'une façon que vous n'imagineriez jamais parce que tout le monde supervise. Donc, en temps réel, il faut s'ajuster de façon flexible. Mémoire de travail, contrôle inhibitoire, flexibilité cognitive et vous jouez. Alors, voici les 3 principales fonctions exécutives, le contrôle inhibitoire, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive. Et de ces 3 plus élevés, on a la résolution de problèmes, le raisonnement et la planification. Et la résolution de problèmes et le raisonnement sont l'intelligence fluide. Donc, il n'y a pas de surprise qu'il y a une corrélation avec le numéro 9 parce que, essentiellement, la flexibilité est plus élevée. Les fonctions exécutives peuvent être évaluées et améliorées à tout âge, depuis la petite enfance jusqu'à la vieillesse. Et je veux seulement vous remercier beaucoup. Maintenant, j'en suis à la diapo 450. Alors,
Je voulais seulement m'assurer de n'utiliser que 2 heures, mais en fait, j'aurais pu mettre plus de diapos, mais mon mari pensait que j'étais folle. Alors, il y a plein de temps maintenant pour poser vos questions. Si on revient au défi concernant le camion bleu et l'étoile bleue, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas changer à partir de l'initiale? Vous ne savez pas plus que moi. On dirait qu'ils se concentrent à ce que ce stimulus est assorti avec ceux de la première caractéristique. Et ce que vous trouvez, même chez les adultes, on peut changer de couleur à forme, nous. Mais si je vous donnais beaucoup d'essais pendant toute une session, vous restez plus vite dans les essais. C'est de la première chose que vous avez vue. Si vous commencez avec couleur, vous serez plus rapide avec la couleur pendant toute la session. Si vous commencez par la forme, vous serez plus rapide avec les formes pendant toute la session. Merci. Ça vous fait penser vraiment. Quand vous demandez à un enfant de faire 5 choses différentes et vous vous attendez à ce qu'il s'en rappelle, qu'il puisse le faire. C'est vraiment intéressant comment cela est en corrélation avec le développement des compétences. C'est fantastique, vraiment. Et vous voyez aussi l'inertie, même chez les adultes, où on reste bloqué avec le premier. Oui, c'est tellement intéressant. Il y a un biais, c'est formidable. OK, alors, il y a un couple d'autres questions en ligne. Alors, si on pense au traumatisme et l'inondation de cortisol, avez-vous des études ou des connaissances là-dessus? Ah oui, tout cela pourrait être toute une autre présentation. Donc, le stress, il affecte la fonction exécutive et le cortex préfrontal est la dernière zone du cerveau à évoluer et à mûrir pendant la vie d'une personne. C'est la zone la plus vulnérable du cerveau. Les autres zones du cerveau ont eu beaucoup plus de temps à tout consolider et le cortex préfrontal est dans la partie vulnérable ici au front. Si vous êtes triste, stressé, isolé, si vous ne dormez pas suffisamment, si vous n'êtes pas en bonne santé, le cortex préfrontal et la fonction exécutive se voient affectés le plus. Donc, vos fonctions exécutives sont beaucoup pires quand vous êtes stressé. Remarquez, si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas penser à vos exercices. Et une chose qui m'inquiète moins, c'est que les cliniciens évalue toujours le stress dans la vie actuelle de l'enfant et dans l'histoire avant de diagnostiquer le TDAH parce que l'enfant peut avoir l'air d'avoir une déficience cognitive comme le TDAH quand en fait il est stressé, il a passé par beaucoup de stress. Mais les fonctions exécutives peuvent aussi vous aider à gérer le stress. Par exemple, s'il y a du danger dans l'environnement, vos amygdales et le cerveau commencent à crier. Les amygdales sont votre système d'alarme s'il y a une raison d'être effrayé. Mais le cortex préfrontal peut dire aux amygdales de se calmer s'il n'y a vraiment pas de danger dans l'environnement. Alors, si vous voyez des photos de visage qui expriment la crainte ou la colère, les amygdales s'allument. Mais le cortex préfrontal peut être alors activé et faire que les amygdales cessent d'envoyer des signaux et de se calmer, et il faut qu'elles se calment. Malheureusement, des enfants qui ont été exposés à beaucoup d'expériences négatives de l'enfance perdent la capacité qu'a le cortex préfrontal de calmer les amygdales. Si vous êtes stressé, au moins pendant le stress, le cortex préfrontal ne peut pas se communiquer bien avec le reste du cerveau. Mais quand le problème se calme, cela s'en va. Mais quand vous grandissiez, si vous y aviez du stress chronique, alors le développement du cerveau change et la communication entre le cortex préfrontal et les amygdales se voit interrompue à moins qu'il y ait une intervention importante et ça reste comme ça. Donc des adultes qui ont passé par beaucoup d'expériences négatives de l'enfance, les amygdales sont plus activées quand ils voient un visage effrayant ou fâché. Mais quand l'activation du cortex arrive préfrontal, ça ne se calme pas. L'activation ne se voit pas réduite. Le message ne passe pas du préfrontal aux amygdales. Alors, les études
études chez les adultes, l'interruption de la communication entre le préfrontal et le reste des domaines du cerveau. Une de ces études sont par Listen avec Bruce McEwen et B.J. Casey. Et l'une des études des amygdales qui se voient activées quand vous voyez un visage effrayé ou fâché et que le cortex préfrontal fait que les amygdales se calment, viennent du labo de Matt Lieberman à UCLA, et une étude qui montre que chez les adultes qui ont passé par beaucoup d'expériences négatives de l'enfance que vous ne voyez pas, que le cortex préfrontal s'active mais les amygdales continuent. C'est le travail de Shelley Keller dans le labo de Matt Lieberman à UCLA. Donc, le premier auteur est Matt Lieberman, c'est l'auteur principal. Et aussi, même un petit stress fait que la dopamine inonde le cortex préfrontal, dont beaucoup de régions du cerveau ont besoin de dopamine. C'est un neurotransmetteur, mais seulement dans le stress bas, vous voyez beaucoup de dopamine. Donc, c'est comme si le cortex préfrontal se voit inondé par la dopamine et ne peut pas fonctionner de façon adéquate, quoi qu'il a besoin de dopamine pour fonctionner. Trop de dopamine, ce n'est pas bon. Et aussi, il y a plus de récepteurs pour le cortisol dans le cortex préfrontal que dans n'importe quelle autre zone du cerveau. Donc, le cortex préfrontal se verra plus affecté par le cortisol que d'autres régions du cerveau. Donc, le stress a des effets énormes sur les fonctions exécutives. C'est fantastique. Cela combine tout ce qu'on a appris dans ces séries jusqu'à présent. Ça lie toutes les choses, les tâches simples, n'est-ce pas? C'est fantastique. Maintenant, une autre question. Disons qu'un parent a du fonctionnement exécutif altéré. Comment est-ce que cela se reflète dans le développement de l'enfant ou pas? Oui. Alors, les enfants sont affectés par les parents, et si les parents ont une mauvaise fonction exécutive, l'enfant, ça dépend où est la perturbation exécutive. Mais peut-être la maison est plus désorganisée, les parents peut-être on ne peut pas se baser sur les parents, de se rappeler de tout ce que les parents sont supposés de faire. Alors la vie de l'enfant peut être un peu plus prévisible, moins confiable. Le parent pourrait perdre les pédales plus fréquemment, ne pas pouvoir exercer son contrôle de soi-même. Donc c'est défiant pour l'enfant. Et fréquemment, vous trouverez qu'un enfant avec des problèmes de fonction exécutive ont un parent au moins avec des problèmes de fonction exécutive. Donc, c'est bon que les gens soient conscients d'où ils ont des insuffisances et qu'ils essaient de faire quelque chose là-dessus. Donc, si vous avez des problèmes de fonction exécutive, il y a 3 choses que vous pouvez faire. 1, vous pouvez travailler à essayer de les améliorer. Travailler à essayer d'exercer le contrôle de vous-même. Essayez de vous rappeler. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de réduire les choses dans votre vie qui peuvent affecter la fonction exécutive que vous avez. Réduire le stress dans votre vie. Dormir davantage. 3e chose que vous pouvez faire, c'est de vous renforcer, faire un échafaudage. Alors, vous ne devez pas tout tenir dans la mémoire de travail. Vous pouvez, par exemple, prendre des notes. C'est parfait. Ou bien, vous ne devez pas, disons, défier votre contrôle inhibitoire au maximum tout le temps. Par exemple, vous pouvez prendre les aliments riches à l'arrière du frigo pour ne pas les voir quand vous ouvrez le frigo. Dernière chose que vous pouvez faire pour réduire les exigences de fonction exécutive sur vous-même et faire un échafaudage. Cela ne veut pas dire que la fonction exécutive va s'améliorer, mais ce qui exige les fonctions exécutives va améliorer. Alors, vous pouvez essayer d'améliorer la fonction exécutive, essayer de minimiser ce qui les affecte ou essayer de mieux fonctionner, essayer de vous renforcer, de vous renforcer, même si vous avez donc une insuffisance, vous minimisez les perturbations. Je pense que cela sera la dernière question en ligne. Quand on revient à la classification des cartes, avez-vous essayé de le faire avec un délai de temps pour qu'ils aient le temps à s'acclimatiser au nouveau règlement? Ils ont essayé de courts délais et cela n'a pas fonctionné. Mais attendre toute une journée, ça aide. Passer à une autre salle, ça aide
parce que c'est un différent contexte. C'est peut-être aussi un délai plus long que si on est dans la même salle, mais le plus on le divise, le plus possible c'est que l'enfant puisse réussir. Le plus vous soulignez que ceci est différent, le plus probable l'enfant réussira.